Chapitre 9 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 9. Le lendemain matin, tandis qu'il déjeunait, Basil Hallward entra. « Je suis bien heureux de vous trouver, Dorian, dit-il gravement. « Je suis venu hier soir, et on m'a dit que vous étiez à l'opéra. Je savais que c'était impossible, mais j'aurais voulu que vous m'eussiez laissé un mot, me disant où vous étiez allé. J'ai passé une bien triste soirée, craignant qu'une première tragédie ne soit suivie d'une autre. Vous auriez dû me télégraphier dès que vous en avez entendu parler. Je l'ai lu par hasard dans la dernière édition du Globe au club. Je vins aussitôt ici, et je fus vraiment désolé de ne pas vous trouver. Je ne saurais vous dire combien j'ai eu le cœur brisé par tout cela. Je sais ce que vous devez souffrir. Mais où étiez-vous? Êtes-vous allé voir la mère de la pauvre fille? Un instant, j'avais songé à vous y chercher. On avait mis l'adresse dans le journal. Quelque part dans Stone Road, n'est-ce pas? Mais j'eus peur d'importuner une douleur que je ne pouvais consoler. Pauvre femme! Dans quel état elle devait être? Son unique enfant. Que disait-elle? Mon cher Basil, que sais-je? Murmura Dorian Gray, buvant à petits coups d'un vin jaune pâle dans un verre de Venise, délicatement contourné et doré, et paraissant profondément ennuyé. J'étais à l'opéra. Vous auriez dû y venir. J'ai rencontré pour la première fois Lady Gwendoline, la sœur d'Harry. Nous étions dans sa loge. Elle est tout à fait charmante, et la Patty a chanté divinement. Ne parlez pas de choses horribles. Si l'on ne parlait jamais d'une chose, ce serait comme si elle n'était jamais arrivée. C'est seulement l'expression, comme dit Harry, qui donne une réalité aux choses. Je dois dire que ce n'était pas l'unique enfant de la pauvre femme. Il y a un fils, un charmant garçon, je crois. Mais il n'est pas au théâtre. C'est un marin ou quelque chose comme cela. Et maintenant, parlez-moi de vous et de ce que vous êtes en train de peindre. Vous avez été à l'opéra? Dit lentement Hallward, avec une vibration de tristesse dans la voix. Vous avez été à l'opéra pendant que Sibyl Vane reposait dans la mort en un sordide logis? Vous pouvez me parler d'autres femmes charmantes et de la Patty qui chantait divinement avant que la jeune fille que vous aimiez ait même la quiétude d'un tombeau pour y dormir? Vous ne songez donc pas aux horreurs réservées à ce petit corps lilial? Arrêtez-vous, Basil, je ne veux pas les entendre, s'écria Dorian en se levant. Ne me parlez pas de ces choses, ce qui est fait, le passé est le passé. Vous appelez hier le passé? Ce qui se passe dans l'instant actuel va lui appartenir. Il n'y a que les gens superficiels qui veulent des années pour s'affranchir d'une émotion. Un homme, maître de lui-même, peut mettre fin à un chagrin aussi facilement qu'il peut inventer un plaisir. Je ne veux pas être à la merci de mes émotions. Je veux en user, les rendre agréables et les dominer. Dorian, ceci est horrible. Quelque chose vous a changé complètement. Vous avez toujours les apparences de ce merveilleux jeune homme qui venait chaque jour à mon atelier poser pour son portrait, mais alors vous étiez simple, naturel et tendre. Vous étiez la moins souillée des créatures. Maintenant, je ne sais ce qui a passé sur vous. Vous parlez comme si vous n'aviez ni cœur ni pitié. C'est l'influence d'Harry qui a fait cela, je le vois bien. Le jeune homme rougit et, allant à la fenêtre, resta quelques instants à considérer la pelouse fleurie et ensoleillée. « Je dois beaucoup à Harry, Basil, dit-il enfin. Plus que je ne vous dois. Vous ne m'avez appris qu'à être vain. Parfait. Aussi en suis-je puni, Dorian, ou le serai-je quelque jour? Je ne sais ce que vous voulez dire, Basil, s'écria-t-il en se retournant. Je ne sais ce que vous voulez. Que voulez-vous? Je voudrais retrouver le Dorian Gray que j'ai peint, dit l'artiste tristement.
Basile, dit l'adolescent, allant à lui et lui mettant la main sur l'épaule, vous êtes venu trop tard. Hier, lorsque j'ai appris que Sibyl Vane s'était suicidée. Suicidée? Mon Dieu, est-ce bien certain? S'écria Hallward, le regardant avec une expression d'horreur. Mon cher Basile, vous ne pensiez sûrement pas que ce fût un vulgaire accident. Certainement, elle s'est suicidée. L'autre enfonça sa tête dans ses mains. C'est effrayant, murmura-t-il, tandis qu'un frisson le parcourait. Non, dit Dorian Gray, cela n'a rien d'effrayant. C'est une des plus grandes tragédies romantiques de notre temps. À l'ordinaire, les acteurs ont l'existence la plus banale. Ils sont bons maris, femmes fidèles, quelque chose d'ennuyeux. Vous comprenez, une vertu moyenne. Et tout ce qui s'ensuit. Comme Sibyl était différente. Elle a vécu sa plus belle tragédie. Elle fut constamment une héroïne. La dernière nuit qu'elle joua, la nuit où vous la vîtes, elle joua mal, parce qu'elle avait compris la réalité de l'amour. Quand elle connut ses déceptions, elle mourut comme Juliette eût pu mourir. Elle traversa de nouveau les sphères de l'art. Elle a quelque chose d'une martyre. Sa mort a toute l'inutilité pathétique du martyr, toute une beauté de désolation. Mais, comme je vous le disais, ne croyez pas que je n'ai pas souffert. Si vous étiez venu hier, à un certain moment, vers 5h30 peut-être, ou 6h moins le quart, vous m'auriez trouvé en larmes. Même Harry, qui était ici et qui, au fait, m'apporta la nouvelle, se demandait où j'allais en venir. Je souffris intensément. Puis cela passa. Je ne puis répéter une émotion. Personne, d'ailleurs, ne le peut, excepté les sentimentaux. Et vous êtes cruellement injuste, Basile. Vous venez ici pour me consoler, ce qui est charmant de votre part. Vous me trouvez tout consolé, et vous êtes furieux. Tout comme une personne sympathique. Vous me rappelez une histoire qu'Harry m'a racontée à propos d'un certain philanthrope qui dépensa 20 ans de sa vie à essayer de redresser quelque tort ou de modifier une loi injuste, je ne sais plus exactement. Enfin, il y réussit et rien ne put surpasser son désespoir. Il n'avait absolument plus rien à faire, sinon à mourir d'ennui, et il devint un misanthrope résolu. Maintenant, mon cher Basile, si vraiment vous voulez me consoler, apprenez-moi à oublier ce qui est arrivé, ou à le considérer à un point de vue assez artistique. N'est-ce pas Gautier qui écrivit sur la consolation des arts? Je me rappelle avoir trouvé un jour dans votre atelier un petit volume relié en vélin, où je cueillis ce mot délicieux. Encore ne suis-je pas comme ce jeune homme dont vous me parliez lorsque nous fûmes ensemble à Marlow, ce jeune homme qui disait que le satin jaune pouvait nous consoler de toutes les misères de l'existence. J'aime les belles choses que l'on peut toucher et tenir, les vieux brocarts, les bronzes verts, les laques, les ivoires exquisement travaillés, ornés, parés. Il y a beaucoup à tirer de ces choses. Mais le tempérament artistique qu'elle crée ou du moins révèle est plus encore pour moi. Devenir le spectateur de sa propre vie, comme dit Harry, c'est échapper aux souffrances terrestres. Je sais bien que je vous étonne en parlant ainsi. Vous n'avez pas compris comment je me suis développé. J'étais un écolier lorsque vous me connûtes. Je suis un homme maintenant. J'ai de nouvelles passions, de nouvelles pensées, des idées nouvelles. Je suis différent. Mais vous ne devez pas m'en aimer moins. Je suis changé. Mais vous serez toujours mon ami. Certes, j'aime beaucoup Harry. Je sais bien que vous êtes meilleur que lui. Vous n'êtes pas plus fort. Vous avez trop peur de la vie, mais vous êtes meilleur. Comme nous étions heureux ensemble. Ne m'abandonnez pas, Basile, et ne me querellez pas. Je suis ce que je suis. Il n'y a rien de plus à dire. Le peintre semblait singulièrement ému. Le jeune homme lui était très cher. Et sa personnalité avait marqué le tournant de son art. Il ne put supporter l'idée de lui faire plus longtemps des reproches. Après tout, son indifférence pouvait n'être qu'une humeur passagère. Il y avait en lui tant de bonté et tant de noblesse. « Bien, Dorian, dit-il enfin, avec un sourire attristé, je ne vous parlerai plus de cette horrible affaire désormais. J'espère seulement que votre nom n'y sera pas mêlé. L'enquête doit avoir lieu cet après-midi. Vous a-t-on convoqué ?» Dorian secoua la tête, et une expression d'ennui passa sur ses traits à ce mot d'enquête.
Il y avait dans ce mot quelque chose de si brutal et de si vulgaire. « Ils ne connaissent pas mon nom, répondit-il. Mais elle le connaissait certainement. Mon prénom seulement, et je suis certain qu'elle ne l'a jamais dit à personne. Elle m'a dit une fois qu'ils étaient tous très curieux de savoir qui j'étais, et qu'elle leur répondait invariablement que je m'appelais le prince charmant. C'était gentil de sa part. Il faudra que vous me fassiez un croquis de Sibylle, Basile. Je voudrais avoir d'elle quelque chose de plus que le souvenir de quelques baisers et de quelques lambeaux de phrases pathétiques. J'essaierai de faire quelque chose, Dorian, si cela vous fait plaisir. Mais il faudra que vous veniez encore me poser. Je ne puis me passer de vous. Je ne peux plus poser pour vous, Basile. C'est tout à fait impossible, s'écria-t-il en se reculant. Le peintre le regarda en face. Mon cher enfant, quelle bêtise! Voudriez-vous dire que ce que j'ai fait de vous ne vous plaît pas? Où est-ce à propos? Pourquoi avez-vous poussé le paravent devant votre portrait? Laissez-moi le regarder. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ôtez ce paravent, Dorian. C'est vraiment désobligeant de la part de votre domestique de cacher ainsi mon œuvre. Il me semblait que quelque chose était changé ici quand je suis entrée. Mon domestique n'y est pour rien, Basile. Vous n'imaginez pas que je lui laisse arranger mon appartement. Il dispose mes fleurs, quelquefois, et c'est tout. Non, j'ai fait cela moi-même. La lumière tombait trop crûment sur le portrait. Trop crûment? Mais pas du tout, cher ami. L'exposition est admirable. Laissez-moi voir. Et Hallward se dirigea vers le coin de la pièce. Un cri de terreur s'échappa des lèvres de Dorian Gray. Il s'élança entre le peintre et le paravent. « Basile, dit-il en pâlissant, vous ne regarderez pas cela, je ne le veux pas. » Ne pas regarder ma propre œuvre? Vous n'êtes pas sérieux? Pourquoi ne la regarderais-je pas? S'exclama Hallward en riant. Si vous essayez de la voir, Basile, je vous donne ma parole d'honneur que je ne vous parlerai plus de toute ma vie. Je suis tout à fait sérieux. Je ne vous offre aucune explication, et il ne faut pas m'en demander. Mais songez-y, si vous touchez auparavant, tout est fini entre nous. Hallward était comme foudroyé. Il ne l'avait jamais vu ainsi. Le jeune homme était blême de colère. Ses mains se crispaient et les pupilles de ses yeux semblaient deux flammes bleues. Un tremblement le parcourait. « Dorian, ne parlez pas. »« Mais qu'y a-t-il ?»« Certainement, je ne le regarderai pas si vous ne le voulez pas, » dit-il un peu froidement, tournant sur ses talons et allant vers la fenêtre. Mais il me semble plutôt absurde que je ne puisse voir mon œuvre, surtout lorsque je vais l'exposer à Paris cet automne. Il faudra sans doute que je lui donne une nouvelle couche de vernis d'ici là. Ainsi devrais-je la voir quelque jour. Pourquoi pas maintenant? L'exposer? Vous voulez l'exposer? S'exclama Dorian Gray, envahi d'un étrange effroi. Le monde verrait donc son secret? On viendrait bâiller devant le mystère de sa vie? Cela était impossible. Quelque chose, il ne savait quoi, se passerait avant. Oui, je ne suppose pas que vous ayez quelque chose à objecter. Georges Petit va réunir mes meilleures toiles pour une exposition spéciale qui ouvrira rue de Sèze dans la première semaine d'octobre. Le portrait ne sera hors d'ici que pour un mois. Je pense que vous pouvez facilement vous en séparer ce laps de temps. D'ailleurs, vous serez sûrement absent de la ville, et si vous le laissez toujours derrière un paravent, vous n'avez guère à vous en soucier. Dorian passa sa main sur son front emperlé de sueur. Il lui semblait qu'il courait un horrible danger. « Vous m'avez dit, il y a un mois, que vous ne l'exposeriez jamais, » s'écria-t-il. « Pourquoi avez-vous changé d'avis? Vous autres qui passez pour constants, vous avez autant de caprices que les autres? La seule différence, c'est que vos caprices sont sans aucune signification. Vous ne pouvez avoir oublié que vous m'avez solennellement assuré que rien au monde ne pourrait vous amener à l'exposer. Vous avez dit exactement la même chose à Harry. » Il s'arrêta soudain. Un éclair passa dans ses yeux. Il se souvint que lord Henry lui avait dit un jour, moitié sérieusement, moitié en riant, « Si vous voulez passer un curieux quart d'heure, demandez à Basile pourquoi il ne veut pas exposer votre portrait. » Il me l'a dit, et cela a été pour moi une révélation. Oui,
Basile aussi, peut-être avait son secret. Il essaierait de le connaître. Basile, dit-il en se rapprochant tout contre lui et le regardant droit dans les yeux, nous avons chacun un secret. Faites-moi connaître le vôtre, je vous dirai le mien. Pour quelle raison refusiez-vous d'exposer mon portrait? Le peintre frissonna malgré lui. Dorian, si je vous le disais, vous pourriez m'en aimer moins et vous ririez sûrement de moi. Je ne pourrais supporter ni l'une ni l'autre de ces choses. Si vous voulez que je ne regarde plus votre portrait, c'est bien. Je pourrais du moins toujours vous regarder, vous. Si vous voulez que la meilleure de mes œuvres soit à jamais cachée au monde, j'accepte. Votre amitié m'est plus chère que toute gloire ou toute renommée. Non, Basile, il faut me le dire, insista Dorian Gray. Je crois avoir le droit de le savoir. Son impression de terreur avait disparu et la curiosité l'avait remplacée. Il était résolu à connaître le secret de Basil Hallward. Asseyons-nous, Dorian, dit le peintre troublé. Asseyons-nous et répondez à ma question. Avez-vous remarqué dans le portrait une chose curieuse, une chose qui probablement ne vous a pas frappé tout d'abord, mais qui s'est révélée à vous soudainement? Basile, s'écria le jeune homme, étreignant le bras de son fauteuil de ses mains tremblantes et le regardant avec des yeux ardents et effrayés. Je vois que vous l'avez remarqué. Ne parlez pas. Attendez d'avoir entendu ce que j'ai à dire. Dorian, du jour où je vous rencontrai, votre personnalité eut sur moi une influence extraordinaire. Je fus dominé, âme, cerveau et talent par vous. Vous deveniez pour moi la visible incarnation de cet idéal jamais vu, dont la pensée nous hante, nous autres artistes, comme un rêve exquis. Je vous aimais. Je devins jaloux de tous ceux à qui vous parliez. Je voulais vous avoir, à moi seul. Je n'étais heureux que lorsque j'étais avec vous. Quand vous étiez loin de moi, vous étiez encore présent dans mon art. Certes, je ne vous laissais jamais rien connaître de tout cela. C'eût été impossible. Vous n'auriez pas compris. Je le comprends à peine moi-même. Je connus seulement que j'avais vu la perfection face à face, et le monde devint merveilleux à mes yeux. Trop merveilleux peut-être, car il y a un péril dans de telles adorations. Le péril de les perdre, non moindre que celui de les conserver. Les semaines passaient, et je m'absorbais en vous de plus en plus. Alors commença une phase nouvelle. Je vous avais dessiné en berger Paris, revêtu d'une délicate armure, en Adonis armé d'un épieu poli et en costume de chasseur. Couronné de lourdes fleurs de lotus, vous aviez posé sur la proue de la trirème d'Adrien, regardant au-delà du Nil vert et bourbeux. Vous vous étiez penché sur l'étang limpide d'un paysage grec, mirant dans l'argent des eaux silencieuses la merveille de votre propre visage. Et tout cela avait été ce que l'art pouvait être, de l'inconscience, de l'idéal, de l'à peu près. Un jour, jour fatal auquel je pense quelquefois, je résolus de peindre un splendide portrait de vous, tel que vous êtes maintenant, non dans les costumes des temps révolus, mais dans vos propres vêtements et dans votre époque. Fût-ce le réalisme du sujet ou la simple idée de votre propre personnalité, se présentant ainsi à moi, sans entour et sans voile, je ne puis le dire. Mais je sais que pendant que j'y travaillais, chaque coup de pinceau, chaque touche de couleur me semblait révéler mon secret. Je m'effrayais que chacun pût connaître mon idolâtrerie. Je sentis, Dorian, que j'avais trop dit, mis trop de moi-même dans cette œuvre. C'est alors que je résolus de ne jamais permettre que ce portrait fût exposé. Vous en fûtes un peu ennuyé, mais alors vous ne vous rendiez pas compte de tout ce que cela signifiait pour moi. Harry, à qui j'en parlais, se moqua de moi. Je ne m'en souciais pas. Quand le tableau fut terminé et que je m'assis tout seul en face de lui, je sentis que j'avais raison. Mais quelques jours après qu'il eut quitté mon atelier, dès que je fus débarrassé de l'intolérable fascination de sa présence, il me sembla que j'avais été fou en imaginant y avoir vu autre chose que votre beauté, et plus de choses que je n'en pouvais peindre. Et même maintenant, je ne puis m'empêcher de sentir l'erreur qu'il y a à croire que la passion éprouvée dans la création puisse jamais se montrer dans l'œuvre créée. L'art est toujours plus abstrait que nous ne l'imaginons.
La forme et la couleur nous parlent de forme et de couleur. Voilà tout. Il me semble souvent que l'œuvre cache l'artiste bien plus qu'elle ne le révèle. Aussi, lorsque je reçus cette offre de Paris, je résolus de faire de votre portrait le clou de mon exposition. Je ne soupçonnais jamais que vous pourriez me le refuser. Je vois maintenant que vous aviez raison. Ce portrait ne peut être montré. Il ne faut pas m'en vouloir, Dorian, de tout ce que je viens de vous dire. Comme je le disais une fois à Harry, vous êtes fait pour être aimé. Dorian Gray poussa un long soupir. Ses joues se colorèrent de nouveau, et un sourire se joua sur ses lèvres. Le péril était passé. Il était sauvé, pour l'instant. Il ne pouvait toutefois se défendre d'une infinie pitié pour le peintre, qui venait de lui faire une si étrange confession. Et il se demandait si lui-même pourrait jamais être ainsi dominé par la personnalité d'un ami. Lord Henry avait ce charme d'être très dangereux, mais c'était tout. Il était trop habile et trop cynique pour qu'on pût vraiment l'aimer. Pourrait-il jamais exister quelqu'un qui le remplirait d'une aussi étrange idolâtrie? Était-ce là une de ces choses que la vie lui réservait? Cela me paraît extraordinaire, Dorian, dit Hallward, que vous ayez réellement vu cela dans le portrait. L'avez-vous réellement vu? J'y voyais quelque chose, répondit-il, quelque chose qui me semblait très curieux. Bien, admettez-vous maintenant que je le regarde? Dorian secoua la tête. Il ne faut pas me demander cela, Basil. Je ne puis vraiment vous laisser face à face avec ce tableau. Vous y arriverez un jour? Jamais. Peut-être avez-vous raison. Et maintenant, au revoir, Dorian. Vous avez été la seule personne dans ma vie qui ait vraiment influencé mon talent. Tout ce que j'ai fait de bon, je vous le dois. Ah, vous ne savez pas ce qu'il m'en coûte de vous dire tout cela. Mon cher Basil, dit Dorian, que m'avez-vous dit? Simplement que vous sentiez m'admirer trop. Ce n'est pas même un compliment. Ce ne pouvait être un compliment. C'était une confession. Maintenant que je l'ai faite, il me semble que quelque chose de moi s'en est allé. Peut-être ne doit-on pas exprimer son adoration par des mots. C'était une confession très désappointante. Qu'attendiez-vous donc, Dorian? Vous n'aviez rien vu d'autre dans le tableau. Il n'y avait pas autre chose à voir. Non, il n'y avait rien de plus à y voir. Pourquoi le demander? Mais il ne faut pas parler d'adoration. C'est une folie. Vous et moi sommes deux amis, nous devons nous en tenir là. Il vous reste Harry, dit le peintre tristement. Oh, s'écria l'adolescent avec un éclat de rire. Harry passe ses journées à dire des choses incroyables et ses soirées à faire des choses invraisemblables. Tout à fait le genre de vie que j'aimerais. Mais je ne crois pas que j'irai vers Harry dans un moment d'embarras. Je viendrai à vous aussitôt, Basil. Vous poserez encore pour moi? Impossible. Vous gâtez ma vie d'artiste en refusant Dorian. Aucun homme ne rencontre deux fois son idéal. Très peu ont une seule fois cette chance. Je ne puis vous donner d'explication, Basil. Je ne dois plus poser pour vous. Il y a quelque chose de fatal dans un portrait. Il a sa vie propre. Je viendrai prendre le thé avec vous. Ce sera tout aussi agréable. Plus agréable pour vous, je le crains, murmura Hallward avec tristesse. Et maintenant, au revoir. Je suis fâché que vous ne vouliez pas me laisser regarder encore une fois le tableau, mais nous n'y pouvons rien. Je comprends parfaitement ce que vous éprouvez. Lorsqu'il fut parti, Dorian se sourit à lui-même. Pauvre Basil! Comme il connaissait peu la véritable raison. Et comme cela était étrange qu'au lieu d'avoir été forcé de révéler son propre secret, il avait réussi presque par hasard à arracher le secret de son ami. Comme cette étonnante confession l'expliquait à ses yeux. Les absurdes accès de jalousie du peintre, sa dévotion farouche, ses panégyriques extravagants, ses curieuses réticences. Il comprenait tout maintenant, et il en éprouva une contrariété. Il lui semblait qu'il pouvait y avoir quelque chose de tragique dans une amitié aussi empreinte de romanesque. Il soupira, puis il sonna. Le portrait devait être caché à tout prix. Il ne pouvait courir plus longtemps le risque de le découvrir au regard. Ça avait été de sa part une vraie folie que de le laisser même une heure dans une chambre où tous ses amis avaient libre accès. Fin du chapitre 9, lu par Martine. Chapitre 10 de
Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johanne. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 10. Quand le domestique entra, il l'observa attentivement, se demandant si cet homme avait eu la curiosité de regarder derrière le paravent. Le valet était parfaitement impassible et attendait ses ordres. Dorian alluma une cigarette et marcha vers la glace, dans laquelle il regarda. Il y pouvait voir parfaitement la face de Victor qui s'y reflétait. C'était un masque placide de servilisme. Il n'y avait rien à craindre de ce côté. Cependant, il pensa qu'il était bon de se tenir sur ses gardes. Il lui dit, d'un ton très bas, de demander à la gouvernante de venir lui parler et d'aller ensuite chez l'encadreur le prier de lui envoyer immédiatement 2 de ses hommes. Il lui sembla, lorsque le valet sortit, que ses yeux se dirigeaient vers le paravent, ou, peut-être, était-ce un simple effet de son imagination. Quelques instants après, Madame Leaf, vêtue de sa robe de soie noire, ses mains ridées, couvertes de mitaines à l'ancienne mode, entrait dans la bibliothèque. Il lui demanda la clef de la salle d'études. « La vieille salle d'études, monsieur Dorian ?» s'exclama-t-elle. « Mais elle est toute pleine de poussière. Il faut que je la fasse mettre en ordre et nettoyer avant que vous y alliez. Elle n'est pas présentable pour vous, monsieur. Pas du tout présentable. »« Je n'ai pas besoin qu'elle soit en ordre, Leaf. Il me faut la clef, simplement. »« Mais, monsieur, vous serez couvert de toile d'araignée si vous y allez. Comment? On ne l'a pas ouverte depuis 5 ans, depuis que sa seigneurie est morte. » Il tressaillit à cette mention de son grand-père. Il en avait gardé un souvenir détestable. « Ça ne fait rien, dit-il. J'ai seulement besoin de voir cette pièce, et c'est tout. Donnez-moi la clef. »« Voici la clef, monsieur, » dit la vieille dame, cherchant dans son trousseau d'une main fiévreuse. « Voici la clef. Je vais tout de suite la voir retirée du trousseau. » « Mais je ne pense pas que vous vous proposez d'habiter là-haut, monsieur. Vous êtes ici, si confortablement. »« Non, non !» s'écria-t-il avec impatience. « Merci, Leaf, c'est très bien. » Elle s'attarda un moment, très loquace, sur quelques détails du ménage. Il soupira et lui dit de faire pour le mieux, suivant son idée. Elle se retira en minaudant. Lorsque la porte se fut refermée, Dorian mit la clef dans sa poche et regarda autour de lui. Ses regards s'arrêtèrent sur un grand couvre-lit de satin pourpre, chargé de lourdes broderies d'or, un splendide travail vénitien du XVIIe siècle que son grand-père avait trouvé dans un couvent près de Bologne. Oui, cela pourrait servir à envelopper l'horrible objet. Peut-être cette étoffe avait-elle déjà servi de drap mortuaire. Il s'agissait maintenant d'en couvrir une chose qui avait sa propre corruption, pire même que la corruption de la mort. Une chose capable d'engendrer l'horreur et qui cependant ne mourrait jamais. Ce que les vers sont au cadavre, ses péchés le seraient à l'image peinte sur la toile. Il détruirait sa beauté et rongerait sa grâce. Il la souillerait, la couvrirait de honte. Et cependant l'image durerait, elle serait toujours vivante. Il rougit et regretta un moment de n'avoir pas dit à Basil la véritable raison pour laquelle il désirait cacher le tableau. Basil l'eût aidé à résister à l'influence de lord Henry et aux influences encore plus empoisonnées de son propre tempérament. L'amour qu'il lui portait, car c'était réellement de l'amour, n'avait rien que de noble et d'intellectuel. Ce n'était pas cette simple admiration physique de la beauté qui naît des sens et qui meurt avec la fatigue des sens. C'était un tel amour qu'avaient connu Michel-Ange et Montaigne et Winckelmann et Shakespeare lui-même. Oui, Basil eût pu le sauver, mais il était trop tard maintenant. Le passé pouvait être anéanti. Les regrets, les reniements ou l'oubli pourraient faire cela, mais le futur était inévitable. Il y avait en lui des passions qui trouveraient leur terrible issue, des rêves qui projetteraient sur lui l'ombre de leur perverse réalité. Il prit sur le lit de repos la grande draperie de soie et d'or qui le couvrait et, la jetant sur son bras, passa derrière le paravent. Le portrait était-il plus affreux qu'avant? Il lui sembla qu'il n'avait pas changé, et son aversion pour lui en fut encore augmentée. Les cheveux d'or, les yeux bleus et les roses rouges des lèvres, tout s'y trouvait.
L'expression seulement était autre. Cela était horrible dans sa cruauté. En comparaison de tout ce qu'il y voyait de reproches et de censures, comme les remontrances de Basil à propos de Sibyl Vane, lui semblaient futiles, combien futiles et de peu d'intérêt. Sa propre âme le regardait de cette toile et le jugeait. Une expression de douleur couvrit ses traits et il jeta le riche linceul sur le tableau. Au même instant, on frappa à la porte. Il passait de l'autre côté du paravent au moment où son domestique entra. « Les encadreurs sont là, monsieur. » Il lui sembla qu'il devait d'abord écarter cet homme. Il ne fallait pas qu'il sût où la peinture serait cachée. Il y avait en lui quelque chose de dissimulé. Ses yeux étaient inquiets et perfides. S'asseyant à sa table, il écrivit un mot à lord Henry, lui demandant de lui envoyer quelque chose à lire et lui rappelant qu'il devait se retrouver à 8h15 le soir. « Attendez la réponse, dit-il en tendant le billet au domestique, et faites entrer ces hommes. » 2 minutes après, on frappa de nouveau à la porte, et M. Hubbard lui-même, le célèbre encadreur de South Audley Street, entra avec un jeune aide à l'aspect rébarbatif. M. Hubbard était un petit homme florissant, aux favoris roux, dont l'admiration pour l'art était fortement atténuée par l'insuffisance pécuniaire des artistes qui avaient affaire à lui. D'habitude, il ne quittait point sa boutique, il attendait qu'on vînt à lui, mais il faisait toujours une exception en faveur de Dorian Gray. Il y avait en Dorian quelque chose qui charmait tout le monde. Rien que de le voir était une joie. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Gray ?» dit-il en frottant ses mains charnues et marquées de taches de rousseur. « J'ai cru devoir prendre pour moi l'honneur de vous le demander en personne. J'ai justement un cadre de toute beauté, monsieur, une trouvaille faite dans une vente. Du vieux florentin. Cela vient, je crois, de Fonthill, conviendrait admirablement à un sujet religieux, monsieur Gray. Je suis fâché que vous vous soyez donné le dérangement de monter, monsieur Hubbard. J'irai voir le cadre, certainement, quoique je ne sois guère, en ce moment, amateur d'art religieux. Mais aujourd'hui, je voulais seulement faire monter un tableau tout en haut de la maison. Il est assez lourd et je pensais à vous demander de me prêter 2 de vos hommes. » « Aucun dérangement, monsieur Gray, toujours heureux de vous être agréable. Quelle est cette œuvre d'art ?»« La voici, » répondit Dorian en repliant le paravent. « Pouvez-vous la transporter telle qu'elle est là, avec sa couverture ? Je désire qu'elle ne soit pas abîmée en montant. »« Cela est très facile, monsieur, » dit l'illustre encadreur, se mettant, avec l'aide de son apprenti, à détacher le tableau des longues chaînes de cuivre auxquelles il était suspendu. « Et où devons-nous le porter, monsieur Gray ? Je vais vous montrer le chemin, monsieur Hubbard, si vous voulez bien me suivre. Ou peut-être feriez-vous mieux d'aller en avant. Je crains que ce ne soit pas bien haut. Nous passerons par l'escalier du devant qui est plus large. » Il leur ouvrit la porte, ils traversèrent le hall, et ils commencèrent à monter. Les ornements du cadre rendaient le tableau très volumineux, et de temps en temps, en dépit des obséquieuses protestations de M. Hubbard, qui éprouvait, comme tous les marchands, un vif déplaisir à voir un homme du monde faire quelque chose d'utile, Dorian leur donnait un coup de main. « C'est une vraie charge à monter, monsieur, » dit le petit homme, haletant, lorsqu'ils arrivèrent au dernier palier. Il épongeait son front dénudé. « Je crois que c'est en effet très lourd, » murmura Dorian, ouvrant la porte de la chambre qui devait recéler l'étrange secret de sa vie et dissimuler son âme aux yeux des hommes. Il n'était pas entré dans cette pièce depuis plus de 4 ans, non vraiment, pas depuis qu'elle lui servait de salle de jeu lorsqu'il était enfant et de salle d'étude un peu plus tard. C'était une grande pièce, bien proportionnée, que lord Kelso avait fait bâtir spécialement pour son petit-fils. Pour cet enfant que sa grande ressemblance avec sa mère et d'autres raisons lui avaient toujours fait haïr et tenir à distance. Il sembla à Dorian qu'elle avait peu changé. C'était bien là la vieille cassonée italienne, avec ses moulures dorées et ternies, ses panneaux aux peintures fantastiques, dans laquelle il s'était si souvent caché étant enfant. C'étaient encore les rayons de bois vernis remplis des livres de classe aux pages cornées. Derrière était tendue au mur la même tapisserie flamande déchirée, où un roi et une reine fanée jouaient aux échecs dans un jardin, tandis qu'une compagnie de fauconniers cavalcadaient au fond, tenant leurs oiseaux chaperonnés au bout de leurs poings gantés. Comme tout cela revenait à sa mémoire, tous les instants de son enfance solitaire s'évoquaient pendant qu'il regardait autour de lui. Il se rappela la pureté sans tache de sa vie d'enfant,
et il lui sembla horrible que le fatal portrait dût être caché dans ce lieu. Combien peu il eût imaginé, dans ces jours lointains, tout ce que la vie lui réservait. Mais il n'y avait pas dans la maison d'autre pièce aussi éloignée des regards indiscrets. Il en avait la clef, nul autre que lui n'y pourrait pénétrer. Sous son linceul de soie, la face peinte sur la toile pourrait devenir bestiale, boursouflée, immonde, qu'importait. Nul ne la verrait. Lui-même ne voudrait pas la regarder. Pourquoi surveillerait-il la corruption hideuse de son âme? Il conserverait sa jeunesse, c'était assez. Et en somme, son caractère ne pouvait-il s'embellir? Il n'y avait aucune raison pour que le futur fût aussi plein de honte. Quelque amour pouvait traverser sa vie, la purifier et la délivrer de ses péchés, rampant déjà autour de lui en esprit et en chair, de ces péchés étranges et non décrits auxquels le mystère prête leur charme et leur subtilité. Peut-être un jour l'expression cruelle abandonnerait la bouche écarlate et sensitive. Il pourrait alors montrer au monde le chef-d'œuvre de Basil Hallward. Mais non, cela était impossible. Heure par heure et semaine par semaine, l'image peinte vieillirait. Elle pourrait échapper à la hideur du vice, mais la hideur de l'âge la guettait. Les joues deviendraient creuses et flasques. Des pattes d'oie jaunes cercleraient les yeux flétris, les marquant d'un stigmate horrible. Les cheveux perdraient leur brillant. La bouche, affaissée et entr'ouverte, aurait cette expression grossière ou ridicule qu'ont les bouches des vieux. Elle aurait le cou ridé, les mains aux grosses veines bleues, le corps déjeté de ce grand-père qui avait été si dur pour lui dans son enfance. Le tableau devait être caché au regard. Il ne pouvait en être autrement. « Faites-le rentrer, s'il vous plaît, monsieur Hubbard, dit-il avec peine en se retournant. Je regrette de vous tenir si longtemps. Je pensais à autre chose. Toujours heureux de se reposer, monsieur Gray, dit l'encadreur qui soufflait encore. Où le mettrons-nous? Oh, n'importe où. Ici, cela ira. Je n'ai pas besoin qu'il soit accroché. Posez-le simplement contre le mur. Merci. Peut-on regarder cette œuvre d'art, monsieur? Dorian tressaillit. Cela ne vous intéresserait pas, monsieur Hubbard, dit-il, ne le quittant pas des yeux. Il était prêt à bondir sur lui et à le terrasser s'il avait essayé de soulever le voile somptueux qui cachait le secret de sa vie. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je vous suis très obligé de la bonté que vous avez eue de venir ici. Pas du tout, monsieur Gray. Toujours prêt à vous servir. Et m. Hubbard descendit vivement l'escalier, suivi de son aide, qui regardait Dorian avec un étonnement craintif répandu sur ses traits grossiers et disgracieux. Jamais il n'avait vu personne d'aussi merveilleusement beau. Lorsque le bruit de leurs pas se fut éteint, Dorian ferma la porte et mit la clef dans sa poche. Il était sauvé. Personne ne pourrait regarder l'horrible peinture. Nul œil que le sien ne pourrait voir sa honte. En regagnant sa bibliothèque, il s'aperçut qu'il était 5 heures passées et que le thé était déjà servi. Sur une petite table de bois noir parfumé, délicatement incrustée de nacre, un cadeau de Lady Radley, la femme de son tuteur, charmante malade professionnelle qui passait tous les hivers au Caire, se trouvait un mot de Lord Henry, avec un livre relié de jaune, à la couverture légèrement déchirée et aux tranches salies. Un numéro de la 3e édition de la St. James Gazette était déposé sur le plateau à thé. Victor était évidemment revenu. Il se demanda s'il n'avait pas rencontré les hommes dans le hall lorsqu'il quittait la maison, et s'il ne s'était pas enquis auprès d'eux de ce qu'ils avaient fait. Il remarquerait sûrement l'absence du tableau, l'avait même sans doute déjà remarqué en apportant le thé. Le paravent n'était pas encore replacé et une place vide se montrait au mur. Peut-être le surprendrait-il une nuit, se glissant en haut de la maison et tâchant de forcer la porte de la chambre. Il était horrible d'avoir un espion dans sa propre maison. Il avait entendu parler de personnes riches exploitées toute leur vie par un domestique qui avait lu une lettre, surpris une conversation, ramassé une carte avec une adresse, ou trouvé sous un oreiller une fleur fanée ou un lambeau de dentelle. Il soupira et, s'étant versé du thé, ouvrit la lettre de Lord Henry. Celui-ci lui disait simplement qu'il lui envoyait le journal et un livre qui pourrait l'intéresser.
et qu'il serait au club à 8h15. Il ouvrit négligemment la St. James Gazette et la parcourut. Une marque au crayon rouge frappa son regard à la 5e page. Il lut attentivement le paragraphe suivant. Enquête sur une actrice. Une enquête a été faite ce matin à Bell Tavern, Hoxton Road, par M. Danby, le coroner du district, sur le décès de Sibyl Vane, une jeune actrice récemment engagée au Théâtre Royal, Holborn. On a conclu à la mort par accident. Une grande sympathie a été témoignée à la mère de la défunte, qui se montra très affectée pendant qu'elle rendait son témoignage, et pendant celui du docteur Birrell, qui a dressé le bulletin de décès de la jeune fille. Il s'assombrit et, déchirant la feuille en deux, se mit à marcher dans la chambre en piétinant les morceaux du journal. Comme tout cela était affreux, quelle horreur véritable créaient les choses. Il en voulut un peu à Lord Henry de lui avoir envoyé ce reportage. C'était stupide de sa part de l'avoir marqué au crayon rouge. Victor pouvait l'avoir lu. Cet homme savait assez l'anglais pour cela. Peut-être même l'avait-il lu et soupçonnait-il quelque chose. Après tout, qu'est-ce que cela pouvait faire? Quel rapport entre Dorian Gray et la mort de Sibyl Vane? Il n'y avait rien à craindre. Dorian Gray ne l'avait pas tuée. Ses yeux tombèrent sur le livre jaune que Lord Henry lui avait envoyé. Il se demanda ce que c'était. Il s'approcha du petit support octogonal aux tons de perles qui lui paraissait toujours être l'œuvre de quelques étranges abeilles d'Égypte, travaillant dans de l'argent. Et, prenant le volume, il s'installa dans un fauteuil et commença à le feuilleter. Au bout d'un instant, il s'y absorba. C'était le livre le plus étrange qu'il eût jamais lu. Il lui sembla qu'au son délicat de flûte, les péchés du monde, exquisement vêtus, passaient devant lui en un muet cortège. Ce qu'il avait obscurément rêvé prenait corps à ses yeux. Des choses qu'il n'avait jamais imaginées se révélaient à lui graduellement. C'était un roman sans intrigue, avec un seul personnage, la simple étude psychologique d'un jeune Parisien qui occupait sa vie en essayant de réaliser au XIXe siècle toutes les passions et les modes de pensée des autres siècles, et de résumer en lui les états d'esprit par lesquels le monde avait passé, aimant pour leur simple artificialité ces renonciations que les hommes avaient follement appelées vertus, aussi bien que ces révoltes naturelles que les hommes sages appellent encore péchés. Le style en était curieusement ciselé, vivant et obscur tout à la fois, plein d'argot et d'archaïsmes, d'expressions techniques et de phrases travaillées, comme celui qui caractérise les ouvrages de ces fins artistes de l'école française, les symbolistes. Il s'y trouvait des métaphores aussi monstrueuses que des orchidées et aussi subtiles de couleurs. La vie des sens y était décrite dans des termes de philosophie mystique. On ne savait plus par instant si on lisait les extases spirituelles d'un saint du Moyen-Âge ou les confessions morbides d'un pécheur moderne. C'était un livre empoisonné. De lourdes vapeurs d'encens se dégageaient de ces pages, obscurcissant le cerveau. La simple cadence des phrases, l'étrange monotonie de leur musique, toute pleine de refrains compliqués et de mouvements savamment répétés, évoquaient dans l'esprit du jeune homme, à mesure que les chapitres se succédaient, une sorte de rêverie, un songe maladif, le rendant inconscient de la chute du jour et de l'envahissement des ombres. Un ciel vert de grisé, sans nuages, piqué d'une étoile solitaire, éclairait les fenêtres. Il lut à cette blême lumière tant qu'il lui fut possible de lire. Enfin, après que son domestique lui eut plusieurs fois rappelé l'heure tardive, il se leva, alla dans la chambre voisine déposer le livre sur la petite table florentine qu'il avait toujours près de son lit, et s'habilla pour dîner. Il était près de 9h lorsqu'il arriva au club, où il trouva Lord Henry assis tout seul dans le salon, paraissant très ennuyé. « J'en suis bien fâché, Harry, lui cria-t-il, mais c'est entièrement de votre faute. Le livre que vous m'avez envoyé m'a tellement intéressé que j'en ai oublié l'heure. »« Oui, j'ai pensé qu'il vous plairait, » répliqua son hôte en se levant. « Je ne dis pas qu'il m'a plu, je dis qu'il m'a intéressé. Il y a une grande différence. »« Ah, vous avez découvert cela, » murmura Lord Henry. Et ils passèrent dans la salle à manger.
Fin du chapitre 10. Chapitre 11 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johanne. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 11. Pendant des années, Dorian Gray ne put se libérer de l'influence de ce livre. Il serait peut-être plus juste de dire qu'il ne songea jamais à s'en libérer. Il avait fait venir de Paris 9 exemplaires, à grande marge, de la première édition, et les avait fait relier de différentes couleurs, en sorte qu'ils pussent concorder avec ses humeurs variées et les fantaisies changeantes de son caractère, sur lequel il semblait par moments avoir perdu tout contrôle. Le héros du livre, le jeune et prodigieux Parisien, en qui les influences romanesques et scientifiques s'étaient si étrangement confondues, lui devint une sorte de préfiguration de lui-même. Et, à la vérité, ce livre lui semblait être l'histoire de sa propre vie, écrite avant qu'il l'eût vécue. À un certain point de vue, il était plus fortuné que le fantastique héros du roman. Il ne connut jamais, et jamais n'eut aucune raison de connaître, cette indéfinissable et grotesque horreur des miroirs, des surfaces de métal polies, des eaux tranquilles, qui survint de si bonne heure dans la vie du jeune Parisien à la suite du déclin prématuré d'une beauté qui avait été jadis si remarquable. C'était presque avec une joie cruelle. La cruauté ne trouve-t-elle sa place dans toute joie comme en tout plaisir, qu'il lisait la dernière partie du volume avec sa réellement tragique et quelque peu emphatique analyse de la tristesse et du désespoir de celui qui perd lui-même ce que, dans les autres et dans le monde, il a le plus chèrement apprécié. Car la merveilleuse beauté qui avait tant fasciné Basil Hallward et bien d'autres avec lui ne sembla jamais l'abandonner. Même ceux qui avaient entendu sur lui les plus insolites racontars, et quoique, de temps à autre, d'étranges rumeurs sur son mode d'existence courussent dans Londres, devenant le potin des clubs, ne pouvaient croire à son déshonneur quand ils le voyaient. Il avait toujours l'apparence d'un être qui s'était gardé des souillures du monde. Les hommes qui parlaient grossièrement entre eux faisaient silence quand ils l'apercevaient. Il y avait quelque chose dans la pureté de sa face qui les faisait se taire. Sa simple présence semblait leur rappeler la mémoire de l'innocence qu'ils avaient ternie. Ils s'émerveillaient de ce qu'un être aussi gracieux et charmant eût pu échapper à la tare d'une époque à la fois aussi sordide et aussi sensuelle. Souvent, en revenant à la maison d'une de ces absences mystérieuses et prolongées qui donnèrent naissance à tant de conjectures parmi ceux qui étaient ses amis ou qui pensaient l'être, il montait à pas de loup, là-haut, à la chambre fermée, en ouvrait la porte avec une clef qui ne le quittait jamais. Et là, un miroir à la main, en face du tableau de Basil Hallward, il confrontait la face devenue vieillissante et mauvaise, peinte sur la toile, avec sa propre face qui lui riait dans la glace. L'acuité du contraste augmentait son plaisir. Il devint de plus en plus enamouré de sa propre beauté, de plus en plus intéressé à la déliquescence de son âme. Il examinait avec un soin minutieux et parfois avec de terribles et monstrueuses délices les stigmates hideux qui déshonoraient ce front ridé ou se tordaient autour de la bouche épaisse et sensuelle, se demandant quels étaient les plus horribles, des signes du péché ou des marques de l'âge. Il plaçait ses blanches mains à côté des mains rudes et bouffies de la peinture et souriait. Il se moquait du corps se déformant et des membres las. Des fois cependant le soir, reposant éveillé dans sa chambre imprégnée de délicats parfums, ou dans la mansarde sordide de la petite taverne malfamée située près des docks, qu'il avait accoutumé de fréquenter, déguisé et sous un faux nom, il pensait à la ruine qu'il attirait sur son âme, avec un désespoir d'autant plus poignant qu'il était purement égoïste. Mais rare
étaient ces moments. Cette curiosité de la vie que lord Henry avait insufflée le premier en lui, alors qu'ils étaient assis dans le jardin du peintre, leur ami, semblait croître avec volupté. Plus il connaissait, plus il voulait connaître. Il avait des appétits dévorants qui devenaient plus insatiables à mesure qu'il les satisfaisait. Cependant, il n'abandonnait pas toute relation avec le monde. Une fois ou deux par mois durant l'hiver, et chaque mercredi soir pendant la saison, il ouvrait aux invités sa maison splendide, et avait les plus célèbres musiciens du moment pour charmer ses hôtes des merveilles de leur art. Ces petits dîners, dans la composition desquels lord Henry l'assistait, étaient remarqués autant pour la sélection soigneuse et le rang de ceux qui y étaient invités, que par le goût exquis montré dans la décoration de la table, avec ses subtils arrangements symphoniques de fleurs exotiques, ses nappes brodées, sa vaisselle antique d'argent et d'or. Il y en avait beaucoup parmi les jeunes gens qui virent ou crurent voir dans Dorian Gray la vraie réalisation du type qu'ils avaient souvent rêvé jadis à Eton ou à Oxford, le type combinant quelque chose de la culture réelle de l'étudiant avec la grâce, la distinction ou les manières parfaites d'un homme du monde. Il leur semblait être de ceux dont parle le Dante, de ceux qui cherchent à se rendre parfaits par le culte de la beauté. Comme Gautier, il était celui pour qui le monde visible existe. Et, certainement, la vie lui était le premier, le plus grand des arts, celui dont tous les autres ne paraissent que la préparation. La mode, par quoi ce qui est réellement fantastique devient un instant universel, et le dandysme, qui, à sa manière, est une tentative proclamant la modernité absolue de la beauté, avait naturellement retenu son attention. Sa façon de s'habiller, les manières particulières que, de temps à autre, il affectait, avaient une influence marquée sur les jeunes mondains des bals de Mayfair ou des fenêtres de clubs de Pall Mall, qui le copiaient en toutes choses et s'essayaient à reproduire le charme accidentel de sa grâce. Cela lui paraissait d'ailleurs secondaire et niais, car, bien qu'il fût prêt à accepter la position qui lui était offerte à son entrée dans la vie, et qu'il trouvât à la vérité un plaisir curieux à la pensée qu'il pouvait devenir pour le Londres de nos jours, ce que, dans l'impériale Rome de Néron, l'auteur du Satyricon avait été, encore, au fond de son cœur, désirait-il être plus qu'un simple arbiter elegantiarum, consulté sur le port d'un bijou, le nœud d'une cravate ou le maniement d'une canne. Il y cherchait à élaborer quelque nouveau schéma de vie, qui aurait sa philosophie raisonnée, ses principes ordonnés, et trouverait dans la spiritualisation des sens sa plus haute réalisation. Le culte des sens a souvent, et avec beaucoup de justice, été décrié, les hommes se sentant instinctivement terrifiés devant les passions et les sensations qui semblent plus fortes qu'eux, et qu'ils ont conscience d'affronter avec des formes d'existence moins hautement organisées. Mais il semblait à Dorian Gray que la vraie nature des sens n'avait jamais été comprise, que les hommes étaient restés brutes et sauvages, parce que le monde avait cherché à les affamer par la soumission ou les anéantir par la douleur, au lieu d'aspirer à les faire les éléments d'une nouvelle spiritualité, dont un instinct subtil de beauté était la dominante caractéristique. Comme il se figurait l'homme se mouvant dans l'histoire, il fut hanté par un sentiment de défaite, tant avait été vaincu et pour un but si mesquin. Il y avait eu des défections volontaires et folles, des formes monstrueuses de torture par soi-même et de renoncement, dont l'origine était la peur, et dont le résultat avait été une dégradation infiniment plus terrible que cette dégradation imaginaire qu'ils avaient, en leur ignorance, cherché à éviter, la nature, dans son ironie merveilleuse, faisant se nourrir l'anachorète avec les animaux du désert, et donnant à l'ermite les bêtes de la plaine pour compagnons. Certes,
Il pouvait y avoir, comme Lord Henry avait prophétisé, un nouvel hédonisme qui recréerait la vie et la tirerait de ce grossier et déplaisant puritanisme revivant de nos jours. Ce serait l'affaire de l'intellectualité. Certainement. Il ne devait être accepté aucune théorie, aucun système impliquant le sacrifice d'un mode d'expérience passionnelle. Son but, vraiment, était l'expérience même, et non les fruits de l'expérience, quels qu'ils fussent, doux ou amers. Il ne devait pas plus être tenu compte de l'ascétisme qui amène la mort des sens, que du dérèglement vulgaire qui les émousse. Mais il fallait apprendre à l'homme à concentrer sa volonté sur les instants d'une vie qui n'est elle-même qu'un instant. Il est peu d'entre nous qui ne se soient quelquefois éveillés avant l'aube, ou bien après l'une de ces nuits sans rêve qui nous rendent presque amoureux de la mort, ou après une de ces nuits d'horreur et de joie informe, alors qu'à travers les cellules du cerveau se glissent des fantômes plus terribles que la réalité même, animés de cette vie ardente propre à tous les grotesques, et qui prête à l'art gothique sa persistante vitalité. Cet art étant, on peut croire, spécialement l'art de ceux dont l'esprit a été troublé par la maladie de la rêverie. Graduellement, des doigts blancs rampent par les rideaux qui semblent trembler. Sous de ténébreuses formes fantastiques, des ombres muettes se dissimulent dans les coins de la chambre et s'y tapissent. Au dehors, c'est l'éveil des oiseaux parmi les feuilles, le pas des ouvriers se rendant au travail, ou les soupirs et les sanglots du vent soufflant des collines, errant autour de la maison silencieuse, comme s'il craignait d'en éveiller les dormeurs qui auraient à rappeler le sommeil de sa cave de pourpre. Des voiles et des voiles de fine gaze sombre se lèvent et, par degrés, les choses récupèrent leurs formes et leurs couleurs, et nous guettons l'aurore refaçonnant le monde dans son antique moule. Les miroirs blêmes retrouvent leur vie mimique. Les bougies éteintes sont où nous les avons laissées. Et à côté gît le livre, à demi coupé, que nous lisions, ou la fleur montée que nous portions au bal, ou la lettre que nous avions peur de lire, ou que nous avons lue trop souvent. Rien ne nous semble changé. Hors des ombres irréelles de la nuit ressurgit la vie réelle que nous connûmes. Il nous faut nous souvenir où nous la laissâmes. Et alors s'empare de nous un terrible sentiment de la continuité nécessaire de l'énergie dans quelque cercle fastidieux d'habitudes stéréotypées, ou un sauvage désir peut-être que nos paupières s'ouvrent quelque matin sur un monde qui aurait été refait à nouveau dans les ténèbres pour notre plaisir, un monde dans lequel les choses auraient de nouvelles formes et de nouvelles couleurs, qui serait changé, qui aurait d'autres secrets, un monde dans lequel le passé aurait peu ou point de place, aucune survivance, même sous forme consciente d'obligation ou de regret, la remembrance même des joies ayant son amertume, et la mémoire des plaisirs, ses douleurs. C'était la création de pareils mondes qui semblait à Dorian Gray l'un des seuls, le seul objet même de la vie. Dans sa course aux sensations, ce serait nouveau et délicieux, et posséderait cet élément d'étrangeté si essentiel au roman. Il adopterait certains modes de pensée qu'il savait étrangers à sa nature, s'abandonnerait à leurs captieuses influences, et ayant, de cette façon, saisi leurs couleurs et satisfait sa curiosité intellectuelle, les laisserait avec cette sceptique indifférence, qui n'est pas incompatible avec une réelle ardeur de tempérament, et qui en est même, suivant certains psychologistes modernes, une nécessaire condition. Le bruit courut quelque temps qu'il allait embrasser la communion catholique romaine, et certainement le rituel romain avait toujours eu pour lui un grand attrait. Le sacrifice quotidien, plus terriblement réel que tous les sacrifices du monde antique, l'attirait
autant par son superbe dédain de l'évidence des sens que par la simplicité primitive de ses éléments et l'éternelle pathétique de la tragédie humaine qu'il cherche à symboliser. Il aimait à s'agenouiller sur les froids pavés de marbre et à contempler le prêtre dans sa rigide dalmatique fleurie, écartant lentement avec ses blanches mains le voile du tabernacle, ou élevant l'ostensoir serti de joyaux contenant la pâle hostie qu'on croirait parfois être en vérité le panis caelestis, le pain des anges, ou revêtu des attributs de la passion du Christ, brisant l'hostie dans le calice et frappant sa poitrine pour ses péchés. Les encensoirs fumants que les enfants vêtus de dentelles et d'écarlate balançaient gravement dans l'air comme de grandes fleurs d'or le séduisaient infiniment. En s'en allant, il s'étonnait devant les confessionnaux obscurs et s'attardait dans l'ombre de l'un d'eux, écoutant les hommes et les femmes souffler à travers la grille usée l'histoire véritable de leur vie. Mais il ne tomba jamais dans l'erreur d'arrêter son développement intellectuel par l'acceptation formelle d'une croyance ou d'un système, et ne prit point pour demeure définitive une auberge tout juste convenable au séjour d'une nuit ou de quelques heures d'une nuit sans étoiles et sans lune. Le mysticisme, avec le merveilleux pouvoir qui est en lui de parer d'étrangeté les choses vulgaires, et l'antinomie subtile qui semble toujours l'accompagner, l'émut pour un temps. Pour un temps aussi, il inclina vers les doctrines matérialistes du darwinisme allemand, et trouva un curieux plaisir à placer les pensées et les passions des hommes dans quelques cellules perlées du cerveau ou dans quelques nerfs blancs du corps, se complaisant à la conception de la dépendance absolue de l'esprit à certaines conditions physiques, morbides ou sanitaires, normales ou maladives. Mais, comme il a été dit déjà, aucune théorie sur la vie ne lui sembla avoir d'importance comparée à la vie elle-même. Il eut profondément conscience de la stérilité de la spéculation intellectuelle quand on la sépare de l'action et de l'expérience. Il perçut que les sens, non moins que l'âme, avaient aussi leurs mystères spirituels et révélés. Il se mit à étudier les parfums et les secrets de leur confection, distillant lui-même des huiles puissamment parfumées, ou brûlant d'odorantes gommes venant de l'Orient. Il comprit qu'il n'y avait point de disposition d'esprit qui ne trouvât sa contrepartie dans la vie sensorielle, et essaya de découvrir leurs relations véritables. Ainsi l'encens lui sembla l'odeur des mystiques, et l'ambre gris celle des passionnés. La violette évoque la mémoire des amours défuntes, le musc rend dément, et le champac pervertit l'imagination. Il tenta souvent d'établir une psychologie des parfums et d'estimer les diverses influences des racines douces odorantes, des fleurs chargées de pollen parfumé, des baumes aromatiques, des bois de senteur sombres, du nard indien qui rend malade, de l'ovnia qui affole les hommes, et de l'aloès dont il est dit qu'il chasse la mélancolie de l'âme. D'autres fois, il se dévouait entièrement à la musique, et dans une longue chambre treillissée, au plafond de vermillon et d'or, aux murs de laque vert olive, il donnait d'étranges concerts, où de folles gypsies tiraient une ardente musique de petites cithares, où de graves tunisiens ou tartans jaunes arrachaient des sons aux cordes tendues de monstrueux luths, pendant que des nègres ricaneurs battaient avec monotonie sur des tambours de cuivre, et qu'accroupis sur des nattes écarlates, de minces indiens coiffés de turbans soufflaient dans de longues pipes de roseau ou d'airain en charmant ou feignant de charmer d'énormes serpents à capuchon ou d'horribles vipères cornues. Les âpres intervalles et les discords aigus de cette musique barbare le réveillaient quand la grâce de Schubert, les belles tristesses de Chopin et les célestes harmonies de Beethoven ne pouvaient l'émouvoir. Il recueillit de tous les coins du monde les plus étranges instruments qu'il fut possible de trouver,
même dans les tombes des peuples morts, ou parmi les quelques tribus sauvages qui ont survécu à la civilisation de l'Ouest, et il aimait à les toucher, à les essayer. Il possédait le mystérieux juruparis des Indiens du Rio Negro, qu'il n'est pas permis aux femmes de voir et que ne peuvent même contempler les jeunes gens que lorsqu'ils ont été soumis au jeûne et à la flagellation. Les jarres de terre des Péruviens, dont on tire des sons pareils à des cris perçants d'oiseaux, les flûtes faites d'ossements humains, pareilles à celles qu'Alfonso de Olvalle entendit au Chili, et les vers jaspes sonores que l'on trouve près de Cusco et qui donnent une note de douceur singulière. Il avait des gourdes peintes remplies de cailloux qui résonnaient quand on les secouait. Le long clarin des Mexicains, dans lequel le musicien ne doit pas souffler mais en aspirer l'air. Le tur rude des tribus de l'Amazone, dont sonnent les sentinelles perchées tout le jour dans de hauts arbres, et que l'on peut entendre, dit-on, à 3 lieues de distance. Le teponaztli, aux 2 langues vibrantes de bois, que l'on bat avec des joncs enduits d'une gomme élastique obtenue du suc laiteux des plantes. Des cloches d'Aztèques, dites yolt, réunies en grappes, et un gros tambour cylindrique couvert de peaux de grands serpents, semblables à celui que vit Bernal Diaz quand il entra avec Cortés dans le temple mexicain, et du son douloureux duquel il nous a laissé une si éclatante description. Le caractère fantastique de ces instruments le charmait, et il éprouva un étrange bonheur à penser que l'art, comme la nature, avait ses monstres, choses de forme bestiale, aux voix hideuses. Cependant, au bout de quelque temps, ils l'ennuyèrent. Il allait dans sa loge, à l'opéra, seul ou avec Lord Henry, écouter, extasié de bonheur, le Tannhäuser, voyant dans l'ouverture de ce chef-d'œuvre comme le prélude de la tragédie de sa propre âme. La fantaisie des joyaux le prit, et il apparut un jour dans un bal déguisé en Anne de Joyeuse, amiral de France, portant un costume couvert de 560 perles. Ce goût l'obséda pendant des années, et l'on peut croire qu'il ne le quitta jamais. Il passait souvent des journées entières rangeant et dérangeant dans leurs boîtes les pierres variées qu'il avait réunies. Par exemple, le chrysobéryl vert olive, qui devient rouge à la lumière de la lampe, le cymophane au fil d'argent, le péridot couleur pistache, les topazes roses et jaunes, les escarboucles d'un fougueux écarlate, aux étoiles tremblantes de 4 raies, les pierres de cinnamome d'un rouge de flamme, les spinels oranges et violacés, et les améthystes aux couleurs alternées de rubis et de saphir. Il aimait l'or rouge de la pierre solaire, la blancheur perlée de la pierre de lune, et l'arc-en-ciel brisé de l'opale laiteuse. Il fit venir d'Amsterdam 3 émeraudes d'extraordinaire grandeur et d'une richesse incomparable de couleurs, et il eut une turquoise de la vieille roche, qui fit l'envie de tous les connaisseurs. Il découvrit aussi de merveilleuses histoires de pierreries. Dans la Clericalis Disciplina d'Alfonso, il est parlé d'un serpent qui avait des yeux en vraie hyacinthe, et dans l'histoire romanesque d'Alexandre, il est dit que le conquérant des Mattias trouva dans la vallée du Jourdain des serpents portant sur leur dos des colliers d'émeraude. Philostrate raconte qu'il y avait une gemme dans la cervelle d'un dragon qui faisait que, par l'exhibition de lettres d'or et d'une robe de pourpre, on pouvait endormir le monstre et le tuer. Selon le grand alchimiste Pierre de Boniface, le diamant rendait un homme invisible, et l'agate des Indes le faisait éloquent. La cornaline apaisait la colère, l'hyacinthe provoquait le sommeil, et l'améthyste chassait les fumées de l'ivresse. Le grenat mettait en fuite les démons, et l'hydropicus faisait changer la lune de couleur. La sélénite croissait et déclinait de couleur avec la lune, et le mélocéus, qui fait découvrir les voleurs, ne pouvait être terni que par le sang d'un chevreau. Leonardus Camillus a vu une pierre blanche prise dans la cervelle d'un crapaud nouvellement tué,
qui était un antidote certain contre les poisons. Le bézoard que l'on trouvait dans le cœur d'une antilope était un charme contre la peste. Selon Démocritus, les aspilates que l'on découvrait dans les nids des oiseaux d'Arabie gardaient leurs porteurs de tout danger venant du feu. Le roi de Ceylan allait à cheval par la ville avec un gros rubis dans sa main pour la cérémonie de son couronnement. Les portes du palais de Jean le prêtre étaient faites de sardoines, au milieu desquelles était incrustée la corne d'une vipère cornue, ce qui faisait que nul homme portant du poison ne pouvait entrer. Au fronton, l'on voyait 2 pommes d'or dans lesquelles étaient enchâssés 2 escarboucles, de sorte que l'or luisait le jour et que les escarboucles éclairaient la nuit. Dans l'étrange roman de Lodge, Une perle d'Amérique, il est écrit que, dans la chambre de la reine, on pouvait voir toutes les chastes femmes du monde vêtues d'argent, regardant à travers de beaux miroirs de chrysolites, d'escarboucles, de saphirs et d'émeraudes vertes. Marco Polo a vu les habitants du Zipango placer des perles roses dans la bouche des morts. Un monstre marin, s'étant enamouré de la perle qu'un plongeur apportait au roi Pérozzès, avait tué le voleur et pleuré 7 lunes sur la perte du joyau. Quand les Huns attirèrent le roi dans une grande fosse, il s'envola, nous raconte Procope, et il ne fut jamais retrouvé, bien que l'empereur Anastasius eût offert 500 tonnes de pièces d'or à qui le découvrirait. Le roi de Malabar montra à un certain Vénitien un rosaire de 304 perles, une pour chaque dieu qui l'adorait. Quand le duc du Valentinois, fils d'Alexandre VI, fit visite à Louis XII de France, son cheval était bardé de feuilles d'or, si l'on en croit Brantôme, et son chapeau portait un double rang de rubis qui répandait une éclatante lumière. Charles d'Angleterre montait à cheval avec des étriers sertis de 421 diamants. Richard II avait un costume évalué à 30 000 marks, couvert de rubis balais. Hall décrit Henri VIII allant à la tour, avant son couronnement, comme portant un pourpoint rehaussé d'or, le plastron brodé de diamants et autres riches pierreries, et autour du cou un grand baudrier enrichi d'énormes balais. Les favoris de Jacques Ier portaient des boucles d'oreilles d'émeraude retenues par des filigranes d'or. Édouard II donna à Pierce Gaveston une armure d'or rouge semée d'hyacinthe, un collier de roses d'or serti de turquoise et un aume emperlé. Henri II portait des gants enrichis de pierreries montant jusqu'au coude et avait un gant de fauconnerie cousu de 20 rubis et de 52 perles. Le chapeau ducal de Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne, était chargé de perles piriformes et semé de saphirs. Quelle exquise vie que celle de jadis! Quelle magnificence dans la pompe et la décoration! Cela semblait encore merveilleux à lire, ces fastes luxueux des temps abolis. Puis il tourna son attention vers les broderies, les tapisseries, qui tenaient lieu de fresques dans les salles glacées des nations du Nord. Comme il s'absorbait dans ce sujet, il avait toujours eu une extraordinaire faculté d'absorber totalement son esprit dans quoi qu'il entreprît. Il s'assombrit à la pensée de la ruine que le temps apportait sur les belles et prestigieuses choses. Lui, toutefois, y avait échappé. Les étés succédaient aux étés, et les jonquilles jaunes avaient fleuri et étaient mortes bien des fois, et des nuits d'horreur répétaient l'histoire de leur honte, et lui n'avait pas changé. Nul hiver n'abîma sa face, ne ternit sa pureté florale. Quelle différence avec les choses matérielles! Où était-elle maintenant? Où était la belle robe couleur de crocus par laquelle les dieux avaient combattu les géants que de brunes filles avaient tissés pour le plaisir d'Athénée? Où l'énorme vélarium que Néron avait tendu devant le Colisée de Rome, cette voile titanesque de pourpre sur laquelle étaient représentés les cieux étoilés et Apollon conduisant son quadrige de blancs coursiers aux reines d'or? Il s'attardait à regarder les curieuses nappes apportées pour le prêtre du soleil, sur lesquelles étaient déposées toutes les friandises et les viandes dont on avait besoin pour les fêtes,
le drap mortuaire du roi Chilpéric, brodé de 300 abeilles d'or, les robes fantastiques qui excitèrent l'indignation de l'évêque de Pont, où étaient représentés des lions, des panthères, des ours, des dogues, des forêts, des rochers, des chasseurs, en un mot, tout ce qu'un peintre peut copier dans la nature. Et le costume porté une fois par Charles d'Orléans, dont les manches étaient adornées des vers d'une chanson commençant par Madame, je suis tout joyeux. L'accompagnement musical des paroles était tissé en fil d'or, et chaque note, ayant la forme carrée du temps, était faite de 4 perles. Il lut la description de l'ameublement de la chambre qui fut préparée à Reims pour la reine Jeanne de Bourgogne. Elle était décorée de 1321 perroquets brodés et blasonnés aux armes du roi, en plus de 561 papillons dont les ailes portaient les armes de la reine, le tout d'or. Catherine de Médicis avait un lit de deuil, fait pour elle, de noir velours, parsemé de croissants de lune et de soleil. Les rideaux en étaient de damas. Sur leurs champs, or et argent, étaient brodées des couronnes de verdure et des guirlandes, les bords frangés de perles, et la chambre qui contenait ce lit était entourée de devises découpées dans un velours noir et placées sur un fond d'argent. Louis XIV avait des cariatides vêtues d'or de 15 pieds de haut dans ses palais. Le lit de justice de Sobieski, roi de Pologne, était fait de brocart d'or de Smyrne, cousu de turquoise, et dessus les vers du Coran. Ses supports étaient d'argent doré, merveilleusement travaillé, chargés à profusion de médaillons émaillés ou de pierreries. Il avait été pris près de Vienne, dans un camp turc, et l'étendard de Mahomet avait flotté sous les ors tremblants de son dais. Pendant toute une année, Dorian se passionna à accumuler les plus délicieux spécimens qu'il lui fut possible de découvrir de l'art textile et de la broderie. Il se procura les adorables mousselines de Delhi, finement tissées de palmes d'or et piquées d'ailes iridescentes de scarabées. Les gazes du Décan, que leur transparence fait appeler en Orient air tissé, eau courante ou rosée du soir, d'étranges étoffes historiées de Java, de jaunes tapisseries chinoises savamment travaillées, des livres reliés en satin fauve ou en soie d'un bleu prestigieux, portant sur leur plat des fleurs de lys, des oiseaux, des figures, des dentelles au point de Hongrie, des brocarts siciliens et de rigides velours espagnols, des broderies géorgiennes aux coins dorés, et des fukusas japonais aux tons d'or vert pleins d'oiseaux, aux plumages multicolores et fulgurants. Il eut aussi une particulière passion pour les vêtements ecclésiastiques, comme il en eut d'ailleurs pour toute chose se rattachant au service de l'Église. Dans les longs coffres de cèdre qui bordaient la galerie ouest de sa maison, il avait recueilli de rares et merveilleux spécimens de ce qui est réellement les habillements de la fiancée du Christ, qui doit se vêtir de pourpre, de joyaux et de linge fin, dont elle cache son corps anémié par les macérations, usé par les souffrances recherchées, blessé des plaies qu'elle s'infligea. Il possédait une chape somptueuse de soie cramoisie et d'or damassé, ornée d'un dessin courant de grenades dorées posées sur des fleurs à 6 pétales cantonnées de pommes de pin incrustées de perles. Les orfrois représentaient des scènes de la vie de la Vierge, et son couronnement était brodé au chef avec des soies de couleur. C'était un ouvrage italien du XVe siècle. Une autre chape était en velours vert broché de feuilles d'acanthe cordées, où se rattachaient de blanches fleurs à longues tiges. Les détails en étaient traités au fil d'argent et des cristaux colorés s'y rencontraient. Une tête de séraphin y figurait, travaillée au fil d'or. Les orfrois étaient diaprés de soie rouge et or, et parsemés de médaillons de plusieurs saints et martyrs, parmi lesquels saint Sébastien. Il avait aussi des chasubles de soie couleur d'ambre, des brocarts d'or et de soie bleue, des damas de soie jaune, des étoffes d'or où étaient figurées la Passion et la Crucifixion, et brodées de lions, de pans et d'autres emblèmes, des dalmatiques de satin blanc et de damas de soie rosée, décorés de tulipes, de dauphins et de fleurs de lys, des nappes d'autel de velours écarlate et de lin bleu, des corporaux, des voiles de calice, des manipules. Quelque chose aiguisait son imagination de penser aux usages mystiques à quoi tout cela avait répondu.
car ces trésors, toutes ces choses qu'il collectionnait dans son habitation ravissante, lui étaient un moyen d'oubli, lui étaient une manière d'échapper pour un temps à certaines terreurs qu'il ne pouvait supporter. Sur les murs de la solitaire chambre verrouillée où toute son enfance s'était passée, il avait pendu de ses mains le terrible portrait, dont les traits changeants lui démontraient la dégradation réelle de sa vie. Et devant, il avait posé, en guise de rideau, un pallium de pourpre et d'or. Pendant des semaines, il ne la visitait, tâchait d'oublier la hideuse chose peinte, et, recouvrant sa légèreté de cœur, sa joie insouciante, se replongeait passionnément dans l'existence. Puis, quelques nuits, il se glissait hors de chez lui, et se rendait aux environs horribles des Bluegate Fields, et il y restait des jours jusqu'à ce qu'il en fût chassé. À son retour, il s'asseyait en face du portrait, vomissant alternativement sa reproduction et lui-même, bien que rempli d'autrefois de cet orgueil de l'individualisme qui est une demi-fascination du péché, et souriant avec un secret plaisir à l'ombre informe portant le fardeau qui aurait dû être sien. Au bout de quelques années, il ne put rester longtemps hors d'Angleterre, et vendit la villa qu'il partageait à Trouville avec lord Henry, de même que la petite maison aux murs blancs qu'il possédait à Alger, où ils avaient demeuré plus d'un hiver. Il ne pouvait se faire à l'idée d'être séparé du tableau, qui avait une telle part dans sa vie, et s'effrayait à penser que, pendant son absence, quelqu'un pût entrer dans la chambre, malgré les barres qu'il avait fait mettre à la porte. Il sentait cependant que le portrait ne dirait rien à personne, bien qu'il conservât, sous la turpitude et la laideur des traits, une ressemblance marquée avec lui. Mais que pourrait-il apprendre à celui qui le verrait? Il rirait à ceux qui tenteraient de le railler. Ce n'était pas lui qui l'avait peint. Que pouvait lui faire cette vilainie, cette honte? Le croirait-on même s'il l'avouait? Il craignait quelque chose, malgré tout. Parfois, quand il était dans sa maison de Nottinghamshire, entouré des élégants jeunes gens de sa classe, dont il était le chef reconnu, étonnant le comté par son luxe déréglé et l'incroyable splendeur de son mode d'existence, il quittait soudainement ses hôtes et courait subitement à la ville s'assurer que la porte n'avait été forcée et que le tableau s'y trouvait encore. S'il avait été volé, cette pensée le remplissait d'horreur. Le monde connaîtrait alors son secret. Ne le connaissait-il point déjà? Car, bien qu'il fascinât la plupart des gens, beaucoup le méprisaient. Il fut presque blackboulé dans un club du West-End, dont sa naissance et sa position sociale lui permettaient de plein droit d'être membre. Et l'on racontait qu'une fois, introduit dans un salon de Churchill, le duc de Berwick et un autre gentilhomme se levèrent et sortirent aussitôt d'une façon qui fut remarquée. De singulières histoires coururent sur son compte alors qu'il eut passé sa 25e année. Il fut colporté qu'on l'avait vu se disputer avec des matelots étrangers dans une taverne louche des environs de Whitechapel, qu'il fréquentait des voleurs et des faux monnayeurs et connaissait les mystères de leur art. Notoire devint ses absences extraordinaires, et quand il reparaissait dans le monde, les hommes se parlaient l'un à l'autre dans les coins ou passaient devant lui en ricanant, ou le regardaient avec des yeux quêteurs et froids, comme s'ils étaient déterminés à connaître son secret. Il ne porta aucune attention à ses insolences et à ses manques d'égards. D'ailleurs, dans l'opinion de la plupart des gens, ses manières franches et débonnaires, son charmant sourire d'enfant et l'infinie grâce de sa merveilleuse jeunesse semblaient une réponse suffisante aux calomnies, comme il disait, qui circulaient sur lui. Il fut remarqué toutefois que ceux qui avaient paru ses plus intimes amis semblaient le fuir maintenant. Les femmes qu'il avait farouchement adorées et, pour lui, avaient bravé la censure sociale et défié les convenances, devenaient pâles de honte ou d'horreur quand il entrait dans la salle où elles se trouvaient. Mais ces scandales soufflés à l'oreille accrurent pour certains au contraire son charme étrange et dangereux. Sa grande fortune lui fut un élément de sécurité. La société civilisée tout au moins, croit difficilement du mal de ceux qui sont riches et beaux. Elle sent instinctivement que les manières sont de plus grande importance que la morale, et à ses yeux la plus haute respectabilité est de moindre valeur que la possession d'un bon chef de cuisine.
c'est vraiment une piètre consolation que dire d'un homme qui vous a fait mal dîner ou boire un vin discutable, que sa vie privée est irréprochable. Même l'exercice des vertus cardinales ne peut racheter des entrées servies demi-froides, comme lord Henry, parlant un jour sur ce sujet, le fit remarquer. Et il y a vraiment beaucoup à dire à ce propos, car les règles de la bonne société sont, ou pourraient être, les mêmes que celles de l'art. La forme y est absolument essentielle. Cela pourrait avoir la dignité d'un cérémonial, aussi bien que son irréalité, et pourrait combiner le caractère insincère d'une pièce romantique avec l'esprit et la beauté qui nous font délicieuses de semblables pièces. L'insincérité est-elle une si terrible chose? Je ne le pense pas. C'est simplement une méthode à l'aide de laquelle nous pouvons multiplier nos personnalités. C'était, du moins, l'opinion de Dorian Gray. Il s'étonnait de la psychologie superficielle qui consiste à concevoir le moi dans l'homme comme une chose simple, permanente, digne de confiance et d'une certaine essence. Pour lui, l'homme était un être composé de myriades de vies et de myriades de sensations, une complexe et multiforme créature qui portait en elle d'étranges héritages de doutes et de passions, et dont la chair même était infectée des monstrueuses maladies de la mort. Il aimait à flâner dans la froide et nue galerie de peinture de sa maison de campagne, contemplant les divers portraits de ceux dont le sang coulait en ses veines. Ici, c'était Philip Herbert, dont Francis Osborne dit, dans ses Memories on the Reigns of Queen Elizabeth and King James, qu'il fut choyé par la cour pour sa belle figure qu'il ne conserva pas longtemps. Était-ce la vie du jeune Herbert qu'il continuait quelquefois? Quelque étrange germe empoisonné ne s'était-il communiqué de génération en génération jusqu'à lui? N'était-ce pas quelque reste obscur de cette grâce flétrie qu'il avait fait si subitement et presque sans cause proférer dans l'atelier de Basil Hallward cette prière folle qui avait changé sa vie? Là, en pourpoint rouge brodé d'or, dans un manteau couvert de pierreries, la fraise et les poignets piqués d'or, s'érigeait sir Anthony Sherard, avec, à ses pieds, son armure d'argent et de sable. Quel avait été le legs de cet homme? Lui avait-il laissé, cet amant de Giovanna de Naples, un héritage de péché et de honte? N'étaient-elles simplement ses propres actions, les rêves que ce mort n'avait osé réaliser? Sur une toile éteinte souriait lady Elizabeth Devereux, à la coiffe de gaze, au corsage de perles lacées, portant les manches aux crevés de satin rose. Une fleur était dans sa main droite, et sa gauche étreignait un collier émaillé de blanches roses de Damas. Sur la table à côté d'elle, une pomme et une mandoline. Il y avait de larges rosettes vertes sur ses petits souliers pointus. Il connaissait sa vie et les étranges histoires que l'on savait de ses amants. Quelque chose de son tempérament était-il en lui? Ses yeux ovales, aux lourdes paupières, semblaient curieusement le regarder. Et ce George Willoughby, avec ses cheveux poudrés et ses mouches fantastiques, quel mauvais air il avait! Sa face était hâlée et saturnienne, et ses lèvres sensuelles se retroussaient avec dédain. Sur ses mains jaunes et décharnées, chargées de bagues, retombaient des manchettes de dentelles précieuses. Il avait été un des dandys du XVIIIe siècle et, dans sa jeunesse, l'ami de lord Ferrars. Que penser de ce second lord Beckenham, compagnon du prince régent dans ses plus fâcheux jours, et l'un des témoins de son mariage secret avec madame Fitz-Herbert? Comme il paraissait fier et beau, avec ses cheveux châtains et sa pose insolente. Quelle passion lui avait-il transmise? Le monde l'avait jugé infâme. Il était des orgies de Carlton House. L'étoile de la jarretière brillait à sa poitrine. À côté de lui était pendu le portrait de sa femme, pâle créature aux lèvres minces, vêtue de noir. Son sang aussi coulait en lui. Comme tout cela lui parut curieux. Et sa mère, qui ressemblait à lady Hamilton, sa mère aux lèvres humides, rouges comme vin. Il savait ce qu'il tenait d'elle. Elle lui avait légué sa beauté et sa passion pour la beauté des autres.
Elle riait à lui dans une robe lâche de bacchante. Il y avait des feuilles de vigne dans sa chevelure. Un flot de pourpre coulait de la coupe qu'elle tenait. Les carnations de la peinture étaient éteintes, mais les yeux restaient, quand même, merveilleux, par leur profondeur et le brillant du coloris. Il semblait le suivre dans sa marche. On a des ancêtres en littérature aussi bien que dans sa propre race, plus proches peut-être encore comme type et tempérament, et beaucoup ont sur vous une influence dont vous êtes conscient. Il semblait parfois à Dorian Gray que l'histoire du monde n'était que celle de sa vie, non comme s'il l'avait vécue en actions et en faits, mais comme son imagination la lui avait créée, comme elle avait été dans son cerveau, dans ses passions. Il s'imaginait qu'il les avait connues toutes, ces étranges et terribles figures qui avaient passé sur la scène du monde, qui avaient fait si séduisant le péché et le mal si subtil. Il lui semblait que, par de mystérieuses voies, leur vie avait été la sienne. Le héros du merveilleux roman qui avait tant influencé sa vie avait lui-même connu ces rêves étranges. Il raconte, dans le 7e chapitre, comment, de laurier couronné, pour que la foudre ne le frappât, il s'était assis, comme Tibère, dans un jardin à Caprée, lisant les livres obscènes d'Éléphantine, cependant que des nains et des paons se pavanaient autour de lui, et que le joueur de flûte raillait le balanceur d'encens. Comme Caligula, il avait riboté dans les écuries, avec les palefreniers aux chemises vertes, et soupé dans une mangeoire d'ivoire avec un cheval au frontal de pierreries. Comme Domitien, il avait erré à travers des corridors bordés de miroirs de marbre, les yeux hagards à la pensée du couteau qui devait finir ses jours, malade de cet ennui, de ce terrible taedium vitae qui vient à ceux auxquels la vie n'a rien refusé. Il avait lorgné, à travers une claire émeraude, les rouges boucheries du cirque, et, dans une litière de perles et de pourpre que tiraient des mules ferrées d'argent, il avait été porté par la via pomegranates à la maison d'or, et entendu, pendant qu'il passait, des hommes crier Nero Caesar. Comme Héliogabale, il s'était fardé la face, et parmi des femmes avait filé la quenouille et fait venir la lune de Carthage pour l'unir au soleil dans un mariage mystique. Encore et encore, Dorian relisait ce chapitre fantastique et les 2 chapitres suivants, dans lesquels, comme en une curieuse tapisserie, ou par des émaux adroitement incrustés, étaient peintes les figures terribles et belles de ceux que le vice et le sang et la lassitude ont fait monstrueux et déments. Filippo, duc de Milan, qui tua sa femme et teignit ses lèvres d'un poison écarlate, de façon à ce que son amant suçât la mort en baisant la chose morte qu'il idolâtrait. Pietro Barbi, le Vénitien que l'on nomme Paul II, qui voulut vaniteusement prendre le titre de Formosus, et dont la tiare, évaluée à 200 000 florins, fut le prix d'un péché terrible. Gian Maria Visconti, qui se servait de lévrier pour chasser les hommes, et dont le cadavre meurtri fut couvert de roses par une prostituée qui l'avait aimé. Et le Borgia, sur son blanc cheval, le fratricide galopant à côté de lui, son manteau teint du sang de Perotto. Pietro Riario, le jeune cardinal archevêque de Florence, enfant et mignon de Sixte IV, dont la beauté ne fut égalée que par la débauche, et qui reçut Léonora d'Aragon sous un pavillon de soie blanche et cramoisie, rempli de nymphes et de centaures, en caressant un jeune garçon dont il se servait dans les fêtes, comme de Ganymède ou de Hylas. Ezzelin, dont la mélancolie ne pouvait être guérie que par le spectacle de la mort, ayant une passion pour le sang, comme d'autres en ont pour le vin. Ezzelin, fils du démon, fut-il dit, qui trompa son père au dé, alors qu'il lui jouait son âme. Et Gian Battista Cibo, qui prit, par moquerie, le nom d'innocent, dans les torpides veines duquel fut infusé, par un docteur juif, le sang de 3 adolescents. Sigismondo Malatesta, l'amant d'Isotta, et le seigneur de Rimini, dont l'effigie fut brûlée à Rome, comme ennemi de Dieu et des hommes, qui étrangla Polissena avec une serviette, fit boire du poison à Ginevra d'Este dans une coupe d'émeraude.
et bâtit une église païenne pour l'adoration du Christ, en l'honneur d'une passion honteuse. Et ce Charles VI, qui aima si sauvagement la femme de son frère, qu'un lépreux avertit du crime qu'il allait commettre, ce Charles VI, dont la passion démentielle ne put seulement être guérie que par des cartes sarrasines, où étaient peintes les images de l'amour, de la mort et de la folie. Et s'évoquait encore, dans son pourpoint orné, coiffé de son chapeau garni de joyaux, ses cheveux bouclés comme des acanthes, Griffonetto Baglione, qui tua Astorre et sa fiancée, Simonetto et son page, mais dont la grâce était telle que, lorsqu'on le trouva mourant sur la place jaune de Pérouse, ceux qui le haïssaient ne purent que pleurer, et qu'Atalanta, qui l'avait maudit, le bénit. Une horrible fascination s'émanait d'eux tous. Il les vit la nuit, et le jour ils troublèrent son imagination. La Renaissance connut d'étranges façons d'empoisonner, par un casque ou une torche allumée, par un gant brodé ou un éventail endiamanté, par une boule de senteur dorée ou par une chaîne d'ambre. Dorian Gray, lui, avait été empoisonné par un livre. Il y avait des moments où il regardait simplement le mal comme un mode nécessaire à la réalisation de son concept de la beauté. Fin du chapitre 11. Chapitre 12 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Le portrait de Dorian Gray by Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu, chapitre 12. C'était le 9 novembre, la veille de son 38e anniversaire, comme il se le rappela souvent plus tard. Il sortait vers 11 heures de chez Lord Henry, où il avait dîné, et était enveloppé d'épaisses fourrures, la nuit étant très froide et brumeuse. Au coin de Grosvenor Square et de South Audley Street, un homme passa tout près de lui dans le brouillard, marchant très vite, le col de son ulster gris relevé. Il avait une valise à la main. Dorian le reconnut, c'était Basil Hallward. Un étrange sentiment de peur qu'il ne put s'expliquer l'envahit. Il ne fit aucun signe de reconnaissance et continua rapidement son chemin dans la direction de sa maison. Mais Hallward l'avait vu. Dorian l'aperçut, s'arrêtant sur le trottoir et l'appelant. Quelques instants après, sa main s'appuyait sur son bras. « Dorian, quelle chance extraordinaire! Je vous ai attendu dans votre bibliothèque jusqu'à 9 heures. Finalement, j'eus pitié de votre domestique fatigué et lui dis en partant d'aller se coucher. Je vais à Paris par le train de minuit et j'avais particulièrement besoin de vous voir avant mon départ. Il me semblait que c'était vous, ou du moins votre fourrure, lorsque nous nous sommes croisés, mais je n'en étais pas sûre. Ne m'aviez-vous pas reconnu ? Il y a du brouillard, mon cher Basil. Je pouvais à peine reconnaître Grosvenor Square. Je crois bien que ma maison est ici quelque part, mais je n'en suis pas certain du tout. Je regrette que vous partiez, car il y a des éternités que je ne vous ai vu, mais je suppose que vous reviendrez bientôt. Non, je serai absent d'Angleterre pendant 6 mois. J'ai l'intention de prendre un atelier à Paris et de m'y retirer jusqu'à ce que j'aie achevé un grand tableau que j'ai dans la tête. Toutefois, ce n'était pas de moi que je voulais vous parler. Nous voici à votre porte. Laissez-moi entrer un moment. J'ai quelque chose à vous dire. J'en suis charmé. Mais ne manquerez-vous pas votre train ? Dit nonchalamment Dorian Gray en montant les marches et ouvrant sa porte avec son passe-partout. La lumière du réverbère luttait contre le brouillard. Hallward tira sa montre. « J'ai tout le temps, répondit-il. Le train ne part qu'à minuit 15 et il est à peine 11 heures. D'ailleurs, j'allais au club pour vous chercher quand je vous ai rencontré. Vous voyez, je n'attendrai pas pour mon bagage, je l'ai envoyé d'avance. Je n'ai avec moi que cette valise et je peux aller aisément à Victoria en 20 minutes. Dorian le regarda et sourit. Quelle tenue de voyage pour un peintre élégant! Une valise Gladstone et un ulster. Entrez, car le brouillard va envahir le vestibule. Et songez qu'il ne faut pas parler de choses sérieuses. Il n'y a plus rien de sérieux aujourd'hui. Au moins, rien ne peut plus l'être. Hallward secoua la tête en entrant et suivit Dorian dans la bibliothèque. Un clair feu de bois brillait dans la grande cheminée. Les lampes étaient allumées et une cave à liqueur hollandaise en argent, toute ouverte, des siphons de soda et de grands verres de cristal taillés étaient disposés sur une petite table de marqueterie.
Vous voyez que votre domestique m'avait installé comme chez moi, Dorian. Il m'a donné tout ce qu'il me fallait, y compris vos meilleures cigarettes à bout doré. C'est un être très hospitalier, que j'aime mieux que ce Français que vous aviez. Qu'est-il donc devenu, ce Français, à propos? Dorian haussa les épaules. Je crois qu'il a épousé la femme de chambre de Lady Radley et l'a établie à Paris comme couturière anglaise. L'anglomanie est très à la mode là-bas, paraît-il. C'est bien idiot de la part des Français, n'est-ce pas? Mais après tout, ce n'était pas un mauvais domestique. Il ne m'a jamais plu, mais je n'ai jamais eu à m'en plaindre. On imagine souvent des choses absurdes. Il m'était très dévoué et sembla très peiné quand il partit. Encore un brandy and soda? Préférez-vous du vin du Rhin à l'eau de Seltz? J'en prends toujours. Il y en a certainement dans la chambre à côté. Merci, je ne veux plus rien, dit le peintre, ôtant son chapeau et son manteau et les jetant sur la valise qu'il avait déposée dans un coin. Et maintenant, cher ami, je veux vous parler sérieusement. Ne vous renfrognez pas ainsi, vous me rendez la tâche plus difficile. Qu'y a-t-il donc? Cria Dorian avec sa vivacité ordinaire en se jetant sur le sofa. J'espère qu'il ne s'agit pas de moi, je suis fatigué de moi-même ce soir, je voudrais être dans la peau d'un autre. C'est à propos de vous-même, répondit Hallward d'une voix grave et pénétrée. Il faut que je vous le dise. Je vous tiendrai seulement une demi-heure. Dorian soupira, alluma une cigarette et murmura. Une demi-heure. Ce n'est pas trop pour vous questionner, Dorian. Et c'est absolument dans votre propre intérêt que je parle. Je pense qu'il est bon que vous sachiez les choses horribles que l'on dit dans Londres sur votre compte. Je ne désire pas les connaître. J'aime les scandales sur les autres, mais ceux qui me concernent ne m'intéressent point. Ils n'ont pas le mérite de la nouveauté. Ils doivent vous intéresser, Dorian. Tout gentleman est intéressé à son bon renom. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous comme de quelqu'un de vil et de dégradé. Certes, vous avez votre situation, votre fortune et le reste. Mais la position et la fortune ne sont pas tout. Vous pensez bien que je ne crois pas à ces rumeurs, et puis je ne puis y croire lorsque je vous vois. Le vice s'inscrit lui-même sur la figure d'un homme, il ne peut être caché. On parle quelquefois de vice secret. Si un homme corrompu a un vice, il se montre de lui-même dans les lignes de sa bouche, l'affaissement de ses paupières, ou même dans la forme de ses mains. Quelqu'un, je ne dirai pas son nom, mais vous le connaissez, vint l'année dernière me demander de faire son portrait. Je ne l'avais jamais vu, et je n'avais rien entendu dire encore sur lui. J'en ai entendu parler depuis. Il m'offrit un prix extravagant, je refusai. Il y avait quelque chose dans le dessin de ses doigts que je haïssais. Je sais maintenant que j'avais parfaitement raison dans mes suppositions. Sa vie est une horreur. Mais vous, Dorian, avec votre visage pur, éclatant, innocent, avec votre merveilleuse et inaltérée jeunesse, je ne puis rien croire contre vous. Et cependant, je vous vois très rarement. Vous ne venez plus jamais à mon atelier, et quand je suis loin de vous, que j'entends ces hideux propos qu'on se murmure sur votre compte, je ne sais plus que dire. Comment se fait-il, Dorian, qu'un homme comme le duc de Berwick quitte le salon du club dès que vous y entrez? Pourquoi tant de personnes dans Londres ne veulent ni aller chez vous ni vous inviter chez elles? Vous étiez un ami de Lord Staveley. Je l'ai rencontré à dîner la semaine dernière. Votre nom fut prononcé au cours de la conversation à propos de ces miniatures que vous avez prêtées à l'exposition du Dudley. Staveley eut une moue dédaigneuse et dit que vous pouviez peut-être avoir beaucoup de goût artistique, mais que vous étiez un homme qu'on ne pouvait permettre à aucune jeune fille pure de connaître et qu'on ne pouvait mettre en présence d'aucune femme chaste. Je lui rappelai que j'étais un de vos amis et lui demandai ce qu'il voulait dire. Il me le dit en face devant tout le monde. C'était horrible. Pourquoi votre amitié est-elle si fatale aux jeunes gens? Tenez, ce pauvre garçon qui servait dans les gardes et qui se suicida, vous étiez son grand ami? Et Sir Henry Ashton, qui dut quitter l'Angleterre avec un nom terni, vous et lui étiez inséparables. Que dire d'Adrien Singleton et de sa triste fin? Que dire du fils unique de Lord Kent et de sa carrière compromise? J'ai rencontré son père hier dans St. James Street. Il me parut brisé de honte et de chagrin. Que dire encore du jeune duc de Perth? Quelle existence mène-t-il à présent? Quel gentleman en voudrait pour ami? Arrêtez, Basil. Vous parlez de choses auxquelles vous ne connaissez rien, dit Dorian Gray en se mordant les lèvres. Et avec une nuance d'infini mépris dans la voix. Vous me demandez pourquoi Berwick quitte un endroit où j'arrive? C'est parce que je connais toute sa vie, et non parce qu'il connaît quelque chose de la mienne. Avec un sang comme celui qu'il a dans les veines, comment son récit pourrait-il être sincère? Vous me questionnez sur Henry Ashton et sur le jeune Perth. Ai-je appris à l'un ses vices et à l'autre ses débauches?
si le fils imbécile de Kent prend sa femme sur le trottoir, y suis-je pour quelque chose? Si Adrien Singleton signe ses billets du nom de ses amis, suis-je son gardien? Je sais comment on bavarde en Angleterre. Les bourgeois font au dessert un étalage de leurs préjugés moraux et se communiquent tout bas ce qu'ils appellent le libertinage de leurs supérieurs, afin de laisser croire qu'ils sont du beau monde et dans les meilleurs termes avec ceux qu'ils calomnient. Dans ce pays, il suffit qu'un homme ait de la distinction et un cerveau pour que n'importe quelle mauvaise langue s'acharne après lui. Et quelle sorte d'existence mènent ces gens qui posent pour la moralité? Mon cher ami, vous oubliez que nous sommes dans le pays natal de l'hypocrisie. Dorian, s'écria Hallward, là n'est pas la question. L'Angleterre est assez vilaine, je le sais, et la société anglaise a tous les torts. C'est justement pour cette raison que j'ai besoin de vous savoir pur. Et vous ne l'avez pas été. On a le droit de juger un homme d'après l'influence qu'il a sur ses amis. Les vôtres semblent perdre tout sentiment d'honneur, de bonté et de pureté. Vous les avez remplis d'une folie de plaisir. Ils ont roulé dans des abîmes. Vous les y avez laissés. Oui, vous les y avez abandonnés. Et vous pouvez encore sourire comme vous souriez en ce moment. Et il y a pis. Je sais que vous et Harry êtes inséparables. Et pour cette raison, sinon pour une autre, vous n'auriez pas dû faire du nom de sa sœur une risée. Prenez garde, Basil, vous allez trop loin. Il faut que je parle et il faut que vous écoutiez. Vous écouterez. Lorsque vous rencontrâtes Lady Gwendoline, aucun souffle de scandale ne l'avait effleurée. Y a-t-il aujourd'hui une seule femme respectable dans Londres qui voudrait se montrer en voiture avec elle dans le parc? Quoi? Ses enfants eux-mêmes ne peuvent vivre avec elle. Puis, il y a d'autres histoires. On raconte qu'on vous a vu à l'aube vous glisser hors d'infâmes demeures et pénétrer furtivement déguisée dans les plus immondes repères de Londres. Sont-elles vraies? Peuvent-elles être vraies, ces histoires? Quand je les entendis la première fois, j'éclatais de rire. Je les entends maintenant et cela me fait frémir. Qu'est-ce que c'est que votre maison de campagne et la vie qu'on y mène? Dorian, vous ne savez pas ce que l'on dit de vous. Je ne vous dirai pas que je ne veux pas vous sermonner. Je me souviens d'Harry disant une fois que tout homme qui s'improvisait prédicateur commençait toujours par dire cela et s'empressait aussitôt de manquer à sa parole. Moi, je veux vous sermonner. Je voudrais vous voir mener une existence qui vous ferait respecter du monde. Je voudrais que vous ayez un nom sans tache et une réputation pure. Je voudrais que vous vous débarrassiez de ces gens horribles dont vous faites votre société. Ne haussez pas ainsi les épaules. Ne restez pas si indifférent. Votre influence est grande. Employez-la au bien, non au mal. On dit que vous corrompez tous ceux qui deviennent vos intimes, et qu'il suffit que vous entriez dans une maison pour que toutes les hontes vous y suivent. Je ne sais si c'est vrai ou non. Comment le saurais-je? Mais on le dit. On m'a donné des détails dont il semble impossible de douter. Lord Gloucester était un de mes plus grands amis à Oxford. Il me montra une lettre que sa femme lui avait écrite, mourante et isolée dans sa villa de Menton. Votre nom était mêlé à la plus terrible confession que je lus jamais. Je lui dis que c'était absurde, que je vous connaissais à fond et que vous étiez incapable de pareilles choses. Vous connaître. Je voudrais vous connaître. Mais avant de répondre cela, il aurait fallu que je voie votre âme. Voir mon âme, murmura Dorian Gray, se dressant devant le sofa et pâlissant de terreur. Oui, répondit Hallward gravement, avec une profonde émotion dans la voix. Voir votre âme. Mais Dieu seul peut la voir. Un rire d'amère raillerie tomba des lèvres du plus jeune des deux hommes. « Vous la verrez vous-même ce soir » cria-t-il, saisissant la lampe. « Venez, c'est l'œuvre propre de vos mains. Pourquoi ne la regarderiez-vous pas? Vous pourrez le raconter ensuite à tout le monde si cela vous plaît. Personne ne vous croira. Et si on vous croit, on ne m'en aimera que plus. Je connais notre époque mieux que vous, quoique vous en bavardiez si fastidieusement. Venez, vous dis-je. Vous avez assez péroré sur la corruption. Maintenant, vous allez la voir face à face. » Il y avait comme une folie d'orgueil dans chaque mot qu'il proférait. Il frappait le sol du pied, selon son habituelle et puérile insolence. Il ressentit une effroyable joie à la pensée qu'un autre partagerait son secret, et que l'homme qui avait peint le tableau, origine de sa honte, serait toute sa vie accablé du hideux souvenir de ce qu'il avait fait. « Oui, » continua-t-il, s'approchant de lui et le regardant fixement dans ses yeux sévères. « Je vais vous montrer mon âme. Vous allez voir cette chose qu'il est donné à Dieu seul de voir, selon vous. » Hallward recula. « Ceci est un blasphème, Dorian » s'écria-t-il. « Il ne faut pas dire de telles choses. Elles sont horribles et ne signifient rien. » « Vous croyez ?» Il rit de nouveau.
J'en suis sûre. Quant à ce que je vous ai dit ce soir, c'est pour votre bien. Vous savez que j'ai toujours été pour vous un ami dévoué. Ne m'approchez pas. Achevez ce que vous avez à dire. Une contraction douloureuse altéra les traits du peintre. Il s'arrêta un instant, et une ardente compassion l'envahit. Quel droit avait-il, après tout, de s'immiscer dans la vie de Dorian Gray? S'il avait fait la 10e partie de ce qu'on disait de lui, comme il avait dû souffrir. Alors il se redressa, marcha vers la cheminée, et se plaçant devant le feu, considéra les bûches embrasées aux cendres blanches comme givre et la palpitation des flammes. « J'attends, Basil !» dit le jeune homme d'une voix dure et haute. Il se retourna. « Ce que j'ai à dire est ceci, » s'écria-t-il. « Il faut que vous me donniez une réponse aux horribles accusations portées contre vous. Si vous me dites qu'elles sont entièrement fausses du commencement à la fin, je vous croirai. Démentez-les, Dorian, démentez-les. Ne voyez-vous pas ce que je vais devenir? Mon Dieu, ne me dites pas que vous êtes méchant et corrompu et couvert de honte. » Dorian Gray sourit. Ses lèvres se plissaient dans un rictus de satisfaction. « Montez avec moi, Basil, » dit-il tranquillement. « Je tiens un journal de ma vie, jour par jour, et il ne sort jamais de la chambre où il est écrit. Je vous le montrerai si vous venez avec moi. J'irai avec vous si vous le désirez, Dorian. Je m'aperçois que j'ai manqué mon train. Cela n'a pas d'importance. Je partirai demain. Mais ne me demandez pas de lire quelque chose de ce soir. Tout ce qu'il me faut, c'est une réponse à ma question. Elle vous sera donnée là-haut. Je ne puis vous la donner ici. Ce n'est pas long à lire. Fin du chapitre 12, enregistré par Pauline Latournerie.